Jean-François Copé, donc bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes président du groupe UMP à l'Assemblée. Alors les sujets ne manquent pas, on va écouter les principales déclarations de la matinée. On va revenir sur les propositions que vous faites ce matin dans le Figaro Économie pour relancer l'économie française. Et on va parler évidemment du climat social, mais auparavant une sorte de moment d'attention par rapport à ce que racontait Guillaume Tabar tout à l'heure dans les coulisses du pouvoir, évoquant l'hypothèse Borloo à Matignon comme presque bouclée. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous la soutenez? Écoutez, là, je dois vous dire que je n'ai absolument aucune information sur ce point. Ça relève vraiment de la décision du président de la République. Alors, Borloo à Matignon, Fillon à l'Assemblée, et donc vous à la tête de l'UMP, ce serait ça donc l'équipe pour diriger la France. Écoutez, pour la deuxième partie du quinquennat et pour aller à 2012. Chacun son métier. Je suis bien incapable de répondre à tout cela. Faites un petit effort pour nous ce matin. Oui, je comprends votre Prenez un verre d'eau. Tentation. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est une information importante puisque c'est ça que beaucoup de gens dans le. Enfin, si c'est une information, je vous en laisse la responsabilité. Pour moi, les informations, elles n'arrivent vraiment de manière définitive que quand les annonces sont formelles et officialisées. Et voilà, quelques semaines déjà que les annonces successives, voilà. Est-ce que vous croyez, Jean-François Copé, non seulement à un risque de grève illimité, là on en est à la RATP, c'est deux syndicats, Force ouvrière et la CGT, mais est-ce que vous croyez à la possibilité carrément d'une grève générale? C'est ce que semble réclamer Sud, par exemple. Bon, je crois comprendre qu'il y a des débats au sein des formations syndicales. Voilà, moi je dis juste une chose, que chacun regarde ce qui se passe dans le reste du monde, que chacun regarde comment les autres pays d'Europe ont dû procéder alors qu'ils étaient confrontés à la même impasse financière pour leur régime des retraites. Tous, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les pays du nord de l'Europe, tous ont procédé de la même manière en relevant l'âge légal de la retraite, et ce pour une raison que tout le monde a bien compris. Ça a pas l'air de les troubler, puisque Sud dit il faut bloquer l'économie, on veut revenir sur cette date. Encore une fois, chacun ne représente pas forcément toute la France. Bon, Sud a une connotation politique que chacun connaît, qui est très proche de l'extrême gauche. Bon, je propose qu'on résume pas l'ensemble des salariés français aux positions de Sud. Voilà, je crois que c'est très important que chacun comprenne qu'un jour ou l'autre, il nous faudra sortir de cette logique infernale qui consiste à chaque fois que un gouvernement a le courage de proposer une réforme de structure que tous les autres pays font en plus, et bien que ça ne se traduise pas par des blocages, des violences, des tensions. Je vous assure, quand on voyage, et Dieu sait si je m'efforce de le faire, et si j'invite mes compatriotes à le faire le plus possible, ça permet de relativiser sur la chance que l'on a de vivre en France. Alors Jean-François Copé, deuxième question qui est importante concernant la situation sociale, qu'est-ce qu'on peut faire au Sénat pour éviter justement que ça ne dégénère ? Quels sont les amendements qu'il faut retenir ? Écoutez, je n'en sais rien. On verra ce que décidera le Sénat, et puis nous-mêmes à l'Assemblée, nous en débattrons. La seule chose que je dis, c'est que cette réforme... La situation des femmes... Non mais attendez, cette réforme, elle est aujourd'hui financée. C'est-à-dire que nous avons une impasse, si nous ne faisons rien, pour 2020, de 43 milliards d'euros pour le seul régime des retraites. C'est-à-dire en gros l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Voilà, sur une seule année. Bon. Donc la gauche dit qu'après rien n'est financé. C'est-à-dire qu'il dit 2020. Écoutez, c'est financé jusqu'en 2018. Je pense que de toute façon sur ces sujets, nous devons revenir régulièrement et c'est normal, ne serait-ce que pour tenir compte de la réalité démographique. Revenons-en justement à ces propositions que vous faites ce matin dans le Figaro Économie. Votre club politique se réunit ce soir. Il y a de très nombreuses personnalités qui vont y participer. La grande idée générale, c'est qu'on s'inspire de ce qui se fait en Allemagne. En tout cas, une des idées qui est importante pour relancer la compétitivité en France, avec donc cette idée de TVA sociale qui deviendrait une TVA anti-délocalisation. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Pour vous dire les choses, avec mon club Génération France, je fais des travaux très approfondis de comparaison internationale. Et je suis arrivé à cette conclusion que nous devons absolument coller au modèle allemand. Et ce pour une raison simple. Je vous appelle le G2 ce matin. Oui, pourquoi ? Quand vous parlez avec les gens dans les circonscriptions sur le terrain, ils vous disent quoi ? On est très inquiets de ne pas voir ce que sera notre France dans 10 ans, ce que sera l'Europe dans 10 ans, et on entend parler du G2, Chine, États-Unis, qui régirait le monde sans l'Europe. Bon, mais il y a une réponse. C'est que si l'Europe veut rester à la table, des grandes discussions du monde, eh bien nous on a notre propre G2, c'est la France et l'Allemagne. Quand on a dit la Chine est passée 2e PIB mondial, ça a fait des titres, des journaux naturellement. On en oubliait presque que le 4e PIB mondial, c'est l'Allemagne et le 5e c'est la France. C'est-à-dire qu'avec à nous deux, 140, 150 millions d'habitants, eh ben on n'est pas très éloigné de la situation des plus gros. Alors pour y répondre, il faut effectivement que la politique économique de la France converge sur celle
de l'Allemagne et que l'on fasse avec ministre commun, on peut aller jusqu'au ministre commun. Bah, écoutez, déjà on va commencer par faire action convergente, c'est-à-dire la réduction des déficits, on l'a engagé, les réformes structurelles, type la réforme des retraites, c'est engagé. La réflexion fiscale qui est engagée. Vous voyez, on est vraiment... J'étais en Allemagne la semaine dernière, j'ai vu mes homologues, j'ai également eu un long débat avec des représentants du patronat allemand, et on a parlé de tout ça. Et eux nous disent, écoutez, nous on a fait les efforts depuis 10 ans, on est content de voir que vous les fassiez, que vous les faites, pardon, mais maintenant, voyons ça sur la durée. Et il y a une caractéristique en Allemagne très intéressante. Ils ont, eux, pour le modèle de leur croissance, ils vont à fond sur l'investissement, l'innovation et l'exportation, là où nous, on est beaucoup sur la consommation. La consommation, c'est de la dépense publique. On va pas chercher la richesse et la croissance à l'extérieur. C'est toute la différence entre nos deux modèles. Mais eux, ils ont des PME de taille moyenne qui font la différence. Et donc, si on veut arriver à tout ça, parmi les réflexions, il y a celle, effectivement, de la TVA anti-délocalisation. C'est-à-dire de cette idée toute simple qu'au lieu de faire peser le poids de la protection sociale sur le coût du travail et donc de faire peser sur des charges sociales importantes sur les seuls salariés employeurs, on pourrait imaginer de lancer le débat de transférer ces charges sur la TVA, que tout le monde paye, d'alléger ainsi le coût du travail, et ça a un autre avantage, c'est que ça remet en place la concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères qui importent des produits chez nous et qui payent de la TVA, mais qui en revanche ne payent pas de charges sociales. Je pense que le moment est venu de commencer à lancer des débats, parce que ce qui se passe dans les autres pays est très intéressant. Je milite pour que dans les piliers du projet politique pour 2012, on ait un rendez-vous d'ouverture au monde avec les Français. Que les Français voient ce qui se passe ailleurs. D'abord parce que ça permet de voir que nous avons beaucoup de chance de vivre en France. Parce que nous avons en France, c'est un des rares pays au monde d'avoir une telle qualité de vie, qualité de logement, de soins, d'éducation, d'environnement, d'accompagnement dans les épreuves. C'est quand même l'un des rares pays au monde où quand on a une épreuve, on est accompagné par la puissance publique. Le chômage, la retraite, la maladie, etc. Ce sont des choses qui sont uniques au monde. Et si on veut les préserver, il y a des décisions à prendre. Ouvrir au monde, ça veut dire aussi voir que dans les autres pays, il y a des pratiques qui sont très bonnes et dont il nous faut nous inspirer.